Bonjour et bienvenue aux Journées UPS 2025. Avec les deux autres orateurs, Arnaud et Mathieu, nous avons choisi un ensemble de jolis résultats à l'interface entre la combinatoire et d'autres disciplines de maths, notamment la géométrie, mais aussi vous allez voir l'algèbre, peut-être un peu d'arithmétique et aussi l'informatique théorique, l'algorithmique. Donc ce sont des sujets pour une grande partie qui ont été développés durant ces peut-être 10 ou plus dernières années. Donc c'est un domaine en fait très actif de recherche actuellement. Et notre but c'est de vous raconter des choses de manière très accessible. Donc je pense qu'on va vous raconter un peu presque toutes les preuves où vous allez donner au moins l'idée de la démonstration dans les textes qu'on vous a préparés. Vous trouverez les détails qui sont peut-être pas donnés pendant les exposés, pendant les 6 exposés. Alors le premier cours, c'est une introduction à l'ensemble des 3 mini-cours que vous allez suivre. Donc, je vais commencer à mettre un peu en contexte les interactions entre la combinatoire et la géométrie et en profiter pour introduire les objets combinatoires qui jouent un peu un rôle central un peu dans tout ce qu'on va vous raconter. Et du coup, je vais commencer par les objets les plus simples qu'on peut imaginer, les objets mathématiques enfantins que même les enfants peuvent découvrir, qu'on appelle les graphes. Donc, et j'ai choisi pour le point d'entrée un des théorèmes les plus popularisés en maths, que vous connaissez tous, je pense, et toutes, c'est le théorème des 4 couleurs. Donc, je vais prendre un graphe G, planaire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un graphe? Un graphe, c'est constitué d'un ensemble de sommets et un ensemble d'arêtes, E. Alors, graphiquement, les sommets sont représentés par des points et les arêtes, chaque arête est constituée d'une paire de sommets. Et donc, graphiquement, on représente une arête par un trait qui relie les 2 sommets. D'accord? Alors, le mot planaire demande aussi une définition. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un graphe planaire? C'est un graphe qui peut se dessiner sur un plan sans qu'il y ait d'intersection entre les arêtes au milieu des arêtes. Donc, on demande, ça c'est interdit. Alors, je vous donne un exemple d'un graphe planaire. Ceci est un graphe planaire à 5 sommets. Oui, je pense que j'ai mis tout de suite. Peut-être que je peux encore ajouter une arête. Ça, c'est un exemple. Il y a des intersections entre les arêtes, mais les intersections arrivent au niveau des sommets. Il n'y a pas d'intersection au milieu des arêtes. Alors, le théorème des 4 couleurs, c'est l'énoncé suivant qui dit que tout graphe planaire admet un coloriage avec 4 couleurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un coloriage? Un coloriage avec 4 couleurs, c'est une application de V dans un ensemble de couleurs. Donc, ça, c'est les 4 couleurs à notre disposition. Et du coup, on cherche à donner une couleur à chaque sommet de sorte que pour toute arête UV, la couleur associée à U, au sommet U, soit distincte de la couleur associée au sommet V. Par exemple, dans ce graphe, je peux chercher à donner des couleurs. Donc, je donne la couleur verte au premier sommet. La couleur devient interdite pour les 4 autres sommets. Donc, je vais donner la couleur rouge à ce sommet. Elle va devenir interdite pour ce sommet et ce sommet, mais pas pour et aussi pour ce sommet.
Donc, je vais utiliser une nouvelle couleur pour lui. Là, je suis obligé d'utiliser une nouvelle couleur pour lui. Mais je peux utiliser la même couleur pour ce sommet parce qu'il n'y a pas d'arête entre ces deux sommets. Donc, effectivement, c'est un graphe planaire et je viens de vous donner un exemple de coloriage qui utilise 4 couleurs. Alors, le but de ces journées, c'est pas de démontrer le théorème des 4 couleurs, mais je vais en profiter pour dire qu'en fait, c'est un des théorèmes en maths pour lequel il n'y a pas à l'instant, à l'heure actuelle, il n'y a pas de preuve entièrement humaine. Ça veut dire que les preuves existantes ramènent le problème à un nombre fini de configurations qu'il faut vérifier, mais les humains, ils peuvent pas vérifier dans un temps fini, donc il faut utiliser l'ordinateur. Mais donc, ce que je veux faire, en fait, j'ai parlé de ça parce que l'une des approches au théorème des 4 couleurs était proposée par un mathématicien américain qui s'appelle Birkhoff. Qui en 1913, il a proposé de démontrer le théorème des 4 couleurs en comptant, à la place de chercher à colorier, on va essayer de compter le nombre de coloriages à k couleurs. Donc, il a introduit la fonction chromatique du graphe. Donc, c'est la fonction suivante. À tout entier n, on va associer le nombre, donc le nombre de coloriages de G avec O plus K couleurs. Alors, en termes formels, on compte le nombre d'applications phi qui vont de l'ensemble de sommets V dans l'ensemble 1 à K et qui vérifie cette condition. D'accord? Donc, le théorème de 4 couleurs, c'est l'énoncé que phi de 4 est différent de 0. D'accord? Donc, ce théorème, du coup, est équivalent à démontrer que chi de 4 est différent de 0 pour tout graphe planaire. D'accord? Mais cette fonction, on peut le définir pour n'importe quel graphe. D'accord? Et l'observation importante de Birkhoff, c'est qu'en fait, cette fonction, elle n'est pas une fonction bidon, c'est pas une fonction quelconque, c'est un polynôme. D'accord? Le théorème qui, pour tout graphe G, qui est un polynôme. Alors pourquoi c'est un théorème intéressant? Parce qu'en fait, on pourrait imaginer que on pourrait utiliser toutes les méthodes algébriques ou géométriques qui nous permettent de localiser les racines des polynômes pour démontrer que dans le cas d'un graphe planaire, chi de 4 n'est pas égal à 0. 4 n'est pas une racine. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est un théorème important. Donc ce théorème, je vais vous le prouver tout de suite. Mais ce théorème a engendré une des activités de recherche autour des applications des méthodes algébriques pour démontrer le théorème des 4 couleurs. Et du coup, tout ce que je vais vous raconter, en fait, découle un peu de toute cette tendance à l'époque pour arriver à démontrer le théorème des 4 couleurs. Donc, la démonstration n'est pas très compliquée. C'est l'observation qui est centrale, c'est l'introduction en fait de cette méthode qui est un peu centrale. Alors du coup, je vais donner la forme polynomiale de chi. D'accord? Comment on va faire ça? Je vais définir pour tout entier R. Je vais prendre R un nombre entier naturel et je vais définir CR comme le nombre de coloriages de G à exactement R couleurs.
Donc ça veut dire que je cherche des applications phi de V dans l'ensemble 1 à R surjectif qui vérifie la condition d'avoir des couleurs distinctes au niveau des sommets pour toutes les arêtes. Là, c'est le mot exactement. Du coup, je donne ce sont des nombres, mais l'observation ici, c'est que si R est supérieur au nombre de sommets, je ne vais pas pouvoir trouver des colorations, coloriages qui utilisent un nombre plus grand de couleurs que le nombre de sommets, donc je vais avoir C de R égale 0. Donc en fait, du coup, je vais récupérer C0, C1, CR. Et ensuite, à partir de là, c'est facile de donner la description polynomiale de Ki, parce que, comment on va faire? Je veux calculer Ki de K. Je vais d'abord choisir parmi les K couleurs, les couleurs que je vais utiliser. D'accord? Donc, disons, je vais faire le choix de R couleurs. Donc, je dois choisir R couleurs parmi les K couleurs. Et ensuite, je sais exactement de combien de manières je peux colorier avec R couleurs. Et ça, c'est la description polynomiale. Et comme j'ai fait une somme d'un nombre fini de polynômes, donc les fonctions binomiales sont des polynômes en K. Donc j'ai donné la description polynomiale. Voilà, ça c'est la démonstration du théorème de Birkhoff. Alors, pourquoi c'est un polynôme intéressant? Parce qu'en fait, on peut le voir comme l'objet algébrique qui fait le lien entre la combinatoire et la géométrie. Alors, du coup, je vais écrire Ki de G. Je sais que c'est un polynôme, donc je peux l'écrire sous la forme alors, je vais écrire sous une forme un peu peut-être alors en fait, avec un peu de recherche élémentaire, un peu d'observation élémentaire, permet d'observer qu'en fait les coefficients vont alterner de signes. Ici, les A0, AN sont des nombres positifs. En plus, A0 est égal à 1. Et donc, comme j'ai dit, beaucoup de mathématiciens sont intéressés à comprendre le comportement de ces coefficients. Et en particulier, deux mathématiciens combinatoriciens, Reed et Welch, ils ont conjecturé que en observant le comportement de ce polynôme associé à des différents graphes, ils ont observé que le comportement, c'était pas des coefficients quelconques, il y avait une sorte de comportement régulier associé à ces polynômes, à ces coefficients. En particulier, ils ont conjecturé que cette suite, la suite A0 à N, c'était unimodale. Ça veut dire qu'il y avait il y avait un comportement où on avait au départ une croissance de ces coefficients et après une décroissance. Et avec plus d'observations, en fait, ils ont conjecturé que cette suite était une suite log concave. Alors, qu'est-ce que c'est que log concave? Ça veut dire que si on passe à l'échelle logarithmique, si on applique log, si on regarde plutôt log des AJ, ça forme une suite concave. Donc, en termes, c'est une définition simple. Log concave, ça veut dire que pour tout J, AJ carré est au moins AJ moins 1, AJ plus 1. Alors, c'est un théorème démontré par Junwoo. Alors, le résultat est publié en 2012, je crois, mais démontré en 2010. C'est que la suite et le concave. En fait, du coup, les suites log concaves sont assez fréquentes en combinatoire et souvent l'émergence des suites log concaves est un signe qu'il y a une géométrie cachée derrière cette suite. Donc on va voir en particulier en fait le lien fondamental qui permet d'expliquer les phénomènes de log concavité, c'est la géométrie, c'est les volumes. Donc dans le deuxième cours, on va voir le lien entre la log concavité et le volume, la notion du volume associée à des objets géométriques comme des polytopes.
Mais moi, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, ce théorème a été généralisé par la suite à d'autres objets combinatoires qu'on appelle les matroïdes. Donc, je vais énoncer le théorème et je vais vous expliquer. Alors, c'est un théorème qui a été démontré 5 ans plus tard. Alors, je vais énoncer le théorème et je vais vous expliquer les objets qui interviennent ici. Pour tout matroïde M, alors si c'est l'objet combinatoire matroïde qui est central, les coefficients du polynôme caractéristique de M est une suite log concave. D'accord? Donc, alors, il y a deux choses, c'est que, comme je vais expliquer, les matroïdes sont des objets combinatoires qui généralisent les graphes et qui sont un peu universels. Et je vais vous expliquer pourquoi ils sont universels. Et ensuite, le polynôme caractéristique, c'est un polynôme qu'on peut associer à ces objets combinatoires qui généralise aussi, lui aussi, la notion de fonction chromatique, du polynôme chromatique que je viens d'introduire associé au graphe. Et du coup, en fait, je vais vous donner la définition des matroïdes maintenant. Je vais vous décrire le polynôme qu'on peut lui associer, mais vous allez avoir en fait les matroïdes un peu partout dans les deux autres cours. On va voir l'utilisation des matroïdes aussi en informatique. Est-ce qu'il y a des questions sur est-ce que tout est clair? Ça va? Alors du coup, le but de mon cours, c'est de démontrer, de vous esquisser au moins la démonstration de ces théorèmes, d'accord, de ce dernier théorème qui est une généralisation, comme je vais vous expliquer, du premier théorème. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un matroïde? Alors, avant de donner la définition des matroïdes, je vais vous expliquer aussi un peu le contexte historique. Et vous allez voir en fait que c'était toujours le théorème des 4 couleurs. Parce qu'il y a un mathématicien américain qui s'appelle Whitney. C'est un des pères fondateurs de la théorie des singularités. Et à l'époque, il ne savait pas, mais en fait, les matroïdes sont en lien direct avec la théorie des singularités. Mais lui, en fait, au début de sa carrière, il s'est intéressé aux graphes, et en particulier au théorème des 4 couleurs. Et il voulait démontrer aussi, c'était dans les années 1930, et il cherchait aussi à démontrer le théorème des 4 couleurs, parce qu'à l'époque, le théorème n'était pas encore démontré. Du coup, il a cherché à démontrer, il a regardé la structure des cycles dans les graphes, et je pense qu'il connaissait bien le polynôme chromatique. Donc, c'est pour ça qu'il a introduit des notions de polynôme chromatique pour d'autres objets combinatoires qu'on appelle les arrangements d'hyperplans. Et il est arrivé à voir en fait qu'un rôle central dans tout ce qu'il faisait était joué par les cycles dans un graphe. C'est-à-dire qu'on peut un peu oublier la structure du graphe lui-même, parce que les graphes, même si ce sont des objets simples à définir, sont des objets compliqués parce qu'il y en a trop. Et du coup, il a cherché à comprendre un peu en fait, d'écrire les graphes à partir des cycles. Il a donné de jolis théorèmes qui disaient qu'en gros, un graphe, on peut le caractériser en regardant juste la structure de ses cycles. D'accord, Donc, il est arrivé à introduire cet objet magnifique avec une géométrie riche maintenant, qu'on comprend. Il y a une géométrie riche qui sont les matroïdes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un matroïde? La définition la plus simple, c'est de dire que c'est l'objet combinatoire qui fait l'abstraction de l'algèbre linéaire. Et comme vous savez, comme tout le monde sait, l'algèbre linéaire, c'est le domaine central de maths.
En fait, surtout, on passe en classe préparatoire beaucoup de temps à enseigner l'algèbre linéaire et je pense que quand on passe les épreuves d'entrée dans les grandes écoles, un rôle central est joué par l'algèbre linéaire. Et donc, on pourrait imaginer que comme les matroïdes ont été inventés beaucoup plus tard et qu'on commence à voir un peu l'importance de ces objets aussi en lien avec d'autres domaines de maths, surtout, comme j'ai dit, avec la théorie des singularités, on pourrait imaginer que comme s'ils font l'abstraction de l'algèbre linéaire, ils pourront jouer un rôle central, aussi de plus en plus central, un peu en maths. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un matroïde? Un matroïde, du coup, c'est un objet fini, c'est un objet discret fini. Et pour l'analogie, pour motiver la définition, je vais prendre l'exemple des espaces topologiques. Donc, en fait, je pense que c'est une analogie presque parfaite avec des espaces topologiques. Pour définir un espace topologique, on part d'un ensemble. Et ensuite, on a le choix de définir l'espace topologique soit par ses ouverts, en mettant des axiomes qui sont satisfaits par les ouverts qu'on veut définir, ou par les fermés, ou par les voisinages, ou par une notion de base d'ouvert. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on a le choix de définir l'espace topologique comme on veut, mais finalement, en fait, une fois qu'on aura défini une donnée, on aura défini toutes les autres données. Et c'est l'espace topologique qui nous intéresse. Et les ensembles, en fait, ils se découlent un peu de la définition qu'on va donner de l'espace topologique. C'est pareil pour les matroïdes. Les matroïdes, donc c'est un ensemble, d'accord? C'est un ensemble fini, E. Et pour définir un matroïde, on a le choix. Alors, qu'est-ce que c'est? Il faut penser à E comme un ensemble, en fait, qui sont constitués, si on veut, dans un espace vectoriel. C'est des vecteurs qui vivent dans un espace vectoriel. Donc, comment on veut faire l'abstraction de l'algèbre linéaire? Il faut qu'on donne les axiomatiques qui vont jouer par la notion d'indépendance, la notion de dépendance ou la notion de dimension qui apparaissent quand on étudie les espaces vectoriels. D'accord? Donc, un matroïde, c'est M, c'est tout d'abord un ensemble. Comme les espaces topologiques, c'est d'abord un ensemble. Ici, ça va être un ensemble fini. Et ensuite, on peut définir le matroïde soit à partir d'une collection, B, de sous-ensembles de E qu'on appelle les bases, soit à partir des indépendants. Donc c'est pareil, c'est une collection I de sous-ensembles de E, soit à partir de la fonction rang, qui est la notion de dimension, donc c'est une application qui a tout sous-ensemble de E associé à un nombre, qui est en gros la notion de dimension de l'espace vectoriel engendré par ces éléments. C'est une application à chaque ensemble, on associe son rang, qui est la notion de dimension discrète. Circuit, alors c'est un sous-ensemble de puissance E. Alors c'est des éléments qui ne sont pas indépendants, mais qui sont minimales pour cette propriétaire. C'est-à-dire que si on supprime un élément, on trouve un ensemble indépendant. En gros, c'est la dépendance minimale. D'accord? Et ensuite, les fermés. Alors, alors je vais pas, en fait, dans mes notes, vous allez trouver l'axiomatique. Donc, pour chaque donnée, vous allez avoir un ensemble d'axiomes qui doivent être satisfaits. Mais l'idée, c'est qu'en fait, une fois que vous avez défini le matroïde à partir d'une collection, vous allez retrouver toutes les autres collections de manière presque immédiate. D'accord? Alors, donc, avant de donner, en fait, je vais donner un exemple. Alors, comme j'ai dit, en fait, c'est une notion qui est censée faire l'abstraction d'algèbre linéaire. Donc, ça veut dire que l'exemple de base doit venir de l'algèbre linéaire. Et donc, on va prendre un espace vectoriel V espace vectoriel. Et on va prendre un ensemble E de vecteurs en V fini.
Donc, je vais prendre un ensemble de vecteurs dans V. Alors, je vais donner un nom à l'espace vectoriel engendré par E. On va l'appeler H. H, l'espace vectoriel engendré par E, qui est un sous-ensemble de V. Alors, quelles sont les bases? Quelle est la collection de bases? On va appeler base tout sous-ensemble de E qui forme une base de H. Donc, B, c'est l'ensemble des B tel que... Donc, B est un sous-ensemble de E tel que B est une base de H. Les indépendants, c'est tout ensemble I de E tel que I est indépendant. En fait, je dois juste réécrire les mots que j'ai utilisés pour dépendant. C'est un ensemble indépendant dans H. Donc, il n'y a pas de relation linéaire. La fonction de rang, donc c'est une application qui va de 2 puissance E dans N. On va prendre un sous-ensemble A de E. C'est un ensemble de vecteurs. La première chose qu'on peut faire, c'est de regarder l'espace vectoriel engendré par ces vecteurs et de calculer sa dimension. Donc, c'est la dimension de l'espace vectoriel engendré par le sous-ensemble A. Ensuite, les circuits, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les ensembles minimaux dépendants, qui ne sont pas indépendants. D'accord? Donc, c'est l'ensemble C dans E, tel que C est dépendant minimal. C'est ça, c'est une famille de vecteurs dépendantes, mais donc il y a une relation linéaire, mais c'est tout élément qui apparaît dans cette relation est important parce que si on le supprime, on perd, enfin il n'y a pas de dépendance. Donc si on supprime un élément de C, on va trouver un ensemble de vecteurs indépendants. Et les fermés, c'est le sous-ensemble. Alors c'est le sous-ensemble F de E, tel que F s'écrit comme l'intersection de E avec le sous-espace. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, c'est un ensemble fermé. Ça veut dire en fait que si vous regardez l'espace vectoriel engendré par F, tous les vecteurs de F, vous les avez dans tous les vecteurs de E qui sont dans cet espace sont déjà dans F. C'est fermé par dépendance linéaire. Si vous avez un vecteur qui est dépendant des autres vecteurs de F, il est déjà dans F. C'est une notion de fermeture par rapport à la dépendance. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle ça l'ensemble des fermés. En d'autres termes, je peux écrire ça comme R de... Donc, pour toute E qui n'est pas dans F, si je rajoute à F le nouveau vecteur E, je vais augmenter la dimension. D'accord? Voilà, en fait, donc je vais vous donner d'autres exemples de matroïdes, mais tout ce qu'on va vous raconter, les résultats qu'on va vous présenter sont aussi importants pour le cas où vous avez un espace vectoriel, un ensemble fini de vecteurs dans cet espace vectoriel, et vous définissez juste l'objet mathématique matroïde sur l'ensemble E avec les collections de bases indépendants, fonctions de rang, circuits et fermés. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, l'abstraction, elle est importante parce qu'il y a plus de matroïdes qui viennent pas d'espaces vectoriels que les matroïdes qui viennent des espaces vectoriels. Ça veut dire qu'en fait, c'est une notion de mathématique qui a introduit plein de nouveaux objets qui n'existaient pas avant avec l'algèbre linéaire classique. D'accord? Mais les résultats qu'on va vous présenter, ils sont aussi intéressants dans le cas des espaces vectoriels que dans le cas général. Okay? Donc, ça, j'ai donné l'exemple primal, en fait, l'exemple premier des objets, de ces objets combinatoires. Mais comme j'ai dit, je vais donner d'autres exemples. Peut-être que je vais garder je vous donne pas l'axiomatique entre
entre ça, d'accord, je vais faire abstraction, d'accord, donc je me permets de ne pas rentrer dans, mais vous trouverez, en fait, à chaque fois, c'est comme dans le cas, comme j'ai dit, dans le cas des espaces topologiques, l'axiomatique qui définit les ouverts, les fermés, c'est pas très compliqué. Donc ici, c'est pareil, si vous regardez les notes, à chaque fois, les actions sont des actions, des principes naturels, intuitifs, en fait, qui sont inspirés de la définition de cet exemple d'une collection finie de vecteurs dans un espace vectoriel. Oui. Est-ce que ça veut dire que sur certains exemples, l'inégalité stricte, ça pourrait ne pas être rang de f plus 1? Non, ça va être toujours rang de f plus 1. Ça va être toujours rang de f. Ça découle des axiomatiques des actions qu'on met pour la fonction de rang, que ça va être toujours égal à... Et c'est une propriété caractéristique des matroïdes. Ça veut dire qu'on peut supprimer cette condition et on va trouver d'autres objets qui sont plus souples, qu'on appelle les polymatroïdes. Et eux aussi, ils sont centraux un peu, ils font aussi le lien entre la géométrie au sens classique et la combinatoire. Ce sont aussi des objets un peu importants en fait. Mais on arrive c'est récent, en fait on arrive de manière très très récente de comprendre que les polymatroïdes ou les matroïdes sont des objets importants. Alors, donc, je vais continuer avec les exemples. Alors, je vais vous expliquer pourquoi les graphes sont aussi un exemple de matroïde. Alors, je vais prendre, j'ai un graphe. Donc, c'est un ensemble de sommets avec un ensemble d'arêtes. Et on va associer à G un matroïde qu'on va appeler le matroïde graphique, MG. Alors, l'ensemble d'éléments, l'ensemble qui est sous-jacent au matroïde, c'est l'ensemble E. Et le plus simple, c'est de définir les circuits. C'est comme ça que je pense que Whitney est arrivé à définir cette notion. Les circuits, c'est les cycles dans le graphe. D'accord ? La collection de circuits, ici, donc c'est un sous-ensemble d'arêtes, c'est une collection de sous-ensembles d'arêtes et constituée de C, donc des arêtes C qui forment un cycle dans le graphe. Donc, par exemple, ici, si je vous donne ça, ces trois arêtes forment un cycle. D'accord ? C'est un cycle, donc ça, c'est un cycle. C'est un cycle. Et comme on a défini les cycles, les ensembles indépendants sont des ensembles. Un ensemble est indépendant s'il n'a pas de sous-ensemble qui est un cycle. Il n'y a pas de cycle, d'accord ? Donc, une fois qu'on a défini les cycles, les circuits, on peut définir tous les autres, toutes les autres collections. Donc, les indépendants, donc dans ce contexte, ça va être un sous-ensemble d'arêtes qui ne contient pas de cycle. On appelle ça une forêt. En théorie des graphes, ça s'appelle une forêt. Parce que si vous regardez la forme géométrique, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Alors ça, vous pouvez le voir comme un arbre renversé. C'est un arbre généalogique, peut-être dans le sens où on a... Alors, en fait, moi je dessine ça. Chaque mathématicien a son choix de dessiner un arbre dans le sens renversé. Je pense que c'est lié un peu à la psychologie personnelle de la personne. Alors, donc, du coup, si vous regardez un arbre, ça va ressembler à ça. Donc, voilà, donc un indépendant, c'est un sous-ensemble de E qui n'a pas de cycle. Donc, ça veut dire que c'est une collection d'arbres. C'est un sous-ensemble de E qui forme une forêt. On appelle ça une forêt. Ensuite, les bases, c'est les forêts maximales. D'accord ? Si G est connexe, ça veut dire que c'est un arbre qui couvre tous les sommets. D'accord ? Donc ici, dans le cas des graphes, les bases, c'est les arbres couvrants. Les arbres qui couvrent tous les sommets. Et les fermés, ça c'est intéressant. La fonction de rang, du coup, la fonction de rang, je le définis aussi d'abord. La fonction de rang, donc associée à chaque sous-ensemble d'arêtes, c'est le nombre de sommets moins le nombre de composantes connexes de sous-graphes de G constitués, on prend tous les sommets et l'ensemble d'arêtes.
Donc dans cet exemple, alors il faut compter le nombre de sommets. Ici, il y en a 5, 5, 6, ça fait 5, 6, 11. Disons qu'on n'a pas ça. Donc dans ce graphe, il y a 11 sommets, il y a 2 composantes. Donc le rang de cet ensemble de sommets, de cet ensemble d'arêtes, c'est 11 moins 2. Ça fait 9. D'accord? C'est le nombre de sommets moins le nombre de composantes. Et elle est fermée, c'est peut-être un tout petit peu plus... les fermées, il faut avoir en tête qu'un ensemble est fermé si pour chaque arête qui est dépendante des éléments de l'ensemble, c'est-à-dire dans ce contexte qui forme un cycle avec les autres, cette arête elle est déjà dans l'ensemble. D'accord? Donc fermé ici, F fermé. Ça veut dire en fait que si on regarde le graphe constitué des sommets du graphe et les arêtes, on peut l'écrire comme une union disjointe de ce graphe tel que chaque GI contient un certain nombre de sommets et toutes les arêtes qui connectent ces sommets. On appelle ça un sous-graphe induit. Dans cet exemple, par exemple, on peut prendre ces 2 sommets et toutes les arêtes qui relient ces sommets sont ces arêtes. Ensuite, on peut prendre ces 2 sommets et toutes les arêtes qui relient ces 2 sommets. Donc ça, c'est un fermé. Et vous pouvez vérifier qu'il n'y a pas d'arête, dans ce contexte, il n'y a pas d'arête qui soit qui soit dépendante de ces deux arêtes. Donc la condition de fermeture est vérifiée. Un autre exemple, c'est, je peux prendre... Ça, c'est un fermé. Ça, c'est aussi un fermé. Parce que il n'y a pas d'arête qui soit dépendante de cet ensemble d'arêtes et qui soit exclue de cet ensemble. Si vous prenez cette arête, elle ne forme pas un cycle avec un sous-ensemble de cet ensemble d'arêtes. Donc ça, c'est un fermé. Et voilà. Donc en fait, c'est un petit exercice de vérifier que dans les graphes, ça consiste à prendre une partition de sommet, de regarder toutes les arêtes à l'intérieur de chaque partie et prendre l'union de ça. Okay. Donc ça, c'est l'exemple des graphes. Ensuite, un autre exemple, c'est par dualité, en fait, un arrangement d'hyperplans dans un espace vectoriel, c'est aussi ça définit un matroïde, par dualité. Parce que quand vous avez un arrangement d'hyperplans dans un espace vectoriel, vous pouvez regarder chaque hyperplan est défini par une forme linéaire. Et du coup, vous trouvez une collection finie de vecteurs dans l'espace dual. Et c'est le matroïde associé qui donne. Et je vous donne un exemple qui ne vient pas de... Alors, comme j'ai dit, l'exemple de matroïde qui ne vient pas d'algèbre linéaire classique est abondant. D'accord? Mais je vous en donne un. Ce qu'on appelle le matroïde non Pappus. Peut-être que vous connaissez le théorème de Pappus en géométrie euclidienne. Alors, ça vous dit la chose suivante. On va prendre une droite. 3 points sur cette droite. On va prendre une deuxième droite. 3 points sur cette droite. Et je vais créer maintenant 3 points supplémentaires à partir de ces 6 points. Je choisis deux points ici. Je regarde les 2 points qui sont dans la même configuration en bas et je rajoute les diagonales. Je vais trouver un point ici. Ensuite, je vais faire ça et ça. Je vais rajouter un point ici et je vais faire ça et ça. Je vais rajouter un point ici. Le théorème de Pappus dit que ces 3 points qu'on vient de créer sont alignés. Alors, c'est un théorème en fait qui est valable sur tout corps, donc on n'a pas besoin de travailler sur R. Si vous prenez un espace vectoriel, une droite qui passe par 3 vecteurs, qui contient 3 vecteurs, une autre droite qui contient 3 vecteurs, et vous créez ça, les droites comme ça, ces 3 points vont rester alignés. D'accord? Maintenant, l'exemple du matroïde qui ne vient pas du coup de l'algèbre linéaire, c'est l'exemple. Donc, on va prendre une collection de 9 vecteurs. C'est les 3 vecteurs ici, 3 vecteurs ici, 3 vecteurs ici. Et on va demander à chaque fois qu'on voit 3 éléments qui sont alignés, on va dire qu'ils sont des cycles, des circuits, ils sont dépendants.
Donc ici, la dépendance linéaire, c'est donné par être aligné. D'accord? Donc ici, on va dire que ces 3 points sont alignés. Donc il y a une relation de dépendance entre les 3 points. On va mettre tous les 3 points, tous les triplets de 3 points qu'on voit ici comme dépendance, sauf ce triplet-là. Et on vérifie que ça vérifie les axiomatiques des circuits. Donc ça veut dire qu'en fait, on introduit un matroïde qui va ressembler à une configuration de 9 points produite par le théorème de Pappus, sauf qui ne vérifie pas le théorème de Pappus. Donc ça ne vient pas d'algèbre linéaire. Alors c'est un exemple très concret, mais en fait, presque la totalité des matroïdes qu'on peut produire ne viennent pas d'algèbre linéaire. C'est-à-dire qu'il y a un théorème récent, peut-être il y a 5 ou 6 ans, qui dit que si vous prenez un matroïde aléatoire sur un ensemble à n sommets, avec probabilité 1, quand n tend vers l'infini, ce matroïde ne vient pas d'algèbre linéaire. C'est pas associé à une configuration de vecteurs sur aucun corps. Donc en fait, les matroïdes sont vraiment très grands en nombre et la majorité, ils ne viennent pas d'algèbre linéaire. Donc c'est une nouvelle notion d'abstraction. C'est une abstraction, c'est une vraie abstraction d'algèbre linéaire. OK. Alors j'ai introduit les objets, l'objet un peu central et je vous ai expliqué à quel point c'est lié. Les graphes, on peut les voir comme les matroïdes. Et maintenant, je vais introduire la fonction de Mobius et je vais introduire le polynôme caractéristique du matroïde pour préciser l'énoncé du deuxième théorème qui concernait les matroïdes. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions sur les matroïdes? Oui. I don't know French, sorry for the time. Given an edge set, like we saw that sometimes they represent like graphs and sometimes they belong to vector spaces, like when they're like linear or like representable. So given any arbitrary matroid and like any arbitrary matroid, does that edge set always belong to a space? Like, is there always a space that those edges belong to? Okay, so give me 1 minute to say what is your question. La question, en fait, c'est est-ce que tout matroïde vient d'algèbre linéaire, d'une configuration de vecteurs? Mais comme j'ai répondu à cette question en français, j'ai dit que ce n'était pas le cas, en fait, que la majorité, presque avec une probabilité 1, presque toutes les matroïdes, en fait, tous les matroïdes ne viennent pas d'algèbre linéaire. Je vais te répondre à la question en français. En anglais, ça va? Rapidement. Okay, so I already answered this question in French. So the answer is almost with probability 1, when the number of the size of E goes to infinity, a matroid is not coming from a configuration of vectors. So if you choose a matroid walking on the street, in the street, you see someone ask, give me a matroid, for sure it's not coming from linear algebra. So you cannot associate vectors to. Okay, so c'est. Alors, donc, le but maintenant, c'est d'introduire l'analogue du polynôme chromatique dans le contexte, l'analogue du polynôme chromatique, mais comme il n'y a pas de coloriage, on l'appelle le polynôme caractéristique. Mais c'est vraiment l'analogue dans le sens où, en fait, il y a une manière très simple de retrouver le polynôme chromatique d'un graphe à partir du polynôme caractéristique associé à son matroïde. D'accord? Mais on l'appelle le polynôme caractéristique parce que c'est censé caractériser le polynôme, les aspects géométriques, les aspects, en fait. Alors, dans le titre de mon cours, c'est géométrie combinatoire. Alors, ce titre a été choisi un peu de manière volontaire, parce que si vous regardez les matroïdes, en fait, donc les matroïdes portent un autre nom. On les appelle parfois géométrie combinatoire. D'accord? Parce que ce sont censés donner une abstraction de la géométrie des vecteurs et tout ça. Mais alors le titre a été choisi parce que géométrie combinatoire ici, ça reflète aussi le fait qu'il y a beaucoup de sortes de géométrie qui ont été récemment développées.
et qui ont un trait très combinatoire. Et donc ça fait. Alors du coup, ce que je voulais dire, c'est que s'il n'y avait pas de géométrie combinatoire, en fait, apparaissent quand on regarde comme j'ai dit, dans la définition dans le travaux de Whitney, il a beaucoup regardé les arrangements d'hyperplans. Et du coup, le polynôme caractéristique, ça donne des informations importantes en fait sur la manière, sur la combinatoire de l'arrangement. Donc c'est pour ça je pense que le nom caractéristique vient de là, un peu du fait que ça donne une caractérisation de pas mal de quantités combinatoires associées à un arrangement. Ok, donc le but maintenant c'est de définir le polynôme caractéristique. Donc on va prendre un M. Le but c'est d'associer un polynôme. Donc là, il n'y a pas de démonstration à faire. En fait, le polynôme caractéristique, c'est un polynôme par définition. F de M, ça va être un polynôme, c'est le polynôme caractéristique du matrix. Alors, pour faire ça, j'ai besoin de rappeler, je pense en fait ça fait partie de la définition de la fonction de Mobius. Je pense que ça fait partie des cours, peut-être des cours de théorie des nombres. Donc le polynôme, la fonction de Mobius sur l'ensemble des entiers strictement positifs joue un rôle central en arithmétique. Et il s'avère en fait que les gens qui se sont intéressés à la combinatoire du polynôme caractéristique, ils ont développé une généralisation vaste de cette fonction pour les ensembles partiellement ordonnés. Donc dans le cas dans le cas des nombres entiers strictement positifs, l'ordre partiel est donné par la division. D'accord? Ici, je vais définir la fonction de Mobius et ensuite à partir de la fonction de Mobius, alors fonction de Mobius d'un ensemble partiellement ordonné, on va pouvoir définir le polynôme caractéristique d'une manière directe. Alors, un ensemble partiellement ordonné, en fait, on va utiliser la terminologie anglophone, poset, à chaque poset, on peut associer une fonction de Mobius. Alors, je vais prendre du coup P. C'est un ensemble partiellement ordonné. Je suppose que P est un ensemble fini. Avec une relation d'ordre qui n'est pas totale. Ça veut dire qu'on peut comparer un certain nombre de paires d'éléments, mais peut-être pas toutes les paires. Alors on met les axiomatiques nécessaires, par exemple la transitivité ou le fait que x est inférieur ou égal à x, voilà, ce que vous pouvez imaginer. Et graphiquement, un arithméticien qui est connu en arithmétique, en fait, c'est lui, si vous avez entendu parler du principe local global, ça vient de lui, de ses travaux. Il a aussi introduit un objet graphique pour représenter les ensembles partiellement ordonnés. L'idée est très simple, chaque élément de l'ensemble partiellement ordonné, on le représente par un point. Et donc ça veut dire qu'en fait, on va avoir un certain nombre de points. Ici. Et la condition, c'est que si un élément x est inférieur ou égal à y, on fait attention à représenter x en dessous de y. Et ensuite, on met un trait entre x et y pour désigner que x est inférieur à x est comparable à y, et comme x est en dessous de y, on n'est pas obligé de préciser que x est inférieur ou égal à y. Alors, sauf que si vous faites ça, vous allez avoir plein de traits. Donc, il a proposé aussi de simplifier ça et de garder l'essentiel. Et l'essentiel, ça veut dire que si vous avez par exemple x qui est inférieur à z et z qui est inférieur à y, vous n'êtes pas obligé de dessiner ce trait parce que c'est automatique. Donc, on va dessiner du coup dans le diagramme qui porte son nom, le diagramme de Haas. On va représenter les éléments de P par des points et après on va mettre des traits à chaque fois qu'on a deux éléments qui sont comparables et qui sont pas, que cet ordre, il n'est pas une conséquence
de d'autres inégalités. C'est-à-dire que c'est une comparaison minimale. X est inférieur ou égal à Z. Il n'y a pas d'autres éléments W tels que X soit inférieur à W et W inférieur à Z. D'accord? Donc, un ensemble de partiellement ordonnés, donc on regarde son diagramme de Haas, et à chaque trait, ici, on va associer, donc je vais définir une fonction de Mobius. Donc, c'est la fonction mu, qui est associée à chaque paire. Alors, donc ça, c'est la fonction de Mobius. La fonction de Mobius, elle va associer à chaque paire ordonnée xy avec x inférieur à y un élément, un nombre entier, éventuellement négatif, mu xy dans Z. D'accord? Donc c'est une fonction qui est définie sur les paires d'éléments de P qui sont comparables avec le premier terme inférieur ou égal au deuxième. Et la définition, elle est donnée de manière récursive. On va poser comme mu xx égale 1. Et ensuite, on va demander qu'à chaque fois qu'on prend un x, on prend un y. Si on fait la somme pour toute x est strictement inférieure à y, la somme de mu x z pour les z qui sont inférieurs ou égales à y, supérieurs ou égales à x, ça fait 0. Alors pourquoi il faut voir ça comme une condition récursive? Parce que ça vous dit en fait, cette condition, je peux la réécrire sous la forme mu de xz égale moins la somme de mu de xy avec y strictement inférieur à z, supérieur ou égal à x. Donc en fait, ça me permet de définir de manière récursive, associer des valeurs à chaque paire xz en connaissant les valeurs que j'ai associées à des paires qui sont en quelque sorte plus petites, parce que y est inférieur à... Donc par exemple, si je prends cet exemple, donc ça c'est un ensemble partiellement ordonné, donc je vais écrire ici les valeurs de mu x, x et les autres éléments. So, x est inférieur ou égal à tous les éléments. Donc, je vais associer, je vais dessiner ici les valeurs prises par la fonction mu x et les autres points. Par définition, mu xx égale 1. Donc, je vais mettre la valeur 1 ici. Et ensuite, je vais regarder cette équation. Ça me dit que si je prends un y ici, entre x et y, il y a deux éléments. C'est x et y. Entre ces deux éléments, il n'y a pas d'autres éléments de possède. Donc, cette relation me dit que mu de xy, mu de xy plus mu de xx égale 0. Donc, la valeur que je dois associer à mu xy, c'est moins 1. Donc, ici, je vais donner la valeur moins 1. Ici, je vais donner la valeur moins 1 de la même manière. Ici, la valeur moins 1. Et ici, je vais donner la valeur. Donc, ça, c'est mon nouveau point. Je souhaite calculer mu de x et ce point. Cette relation de récurrence me dit que je dois faire la somme de tous les éléments, tous les nombres que j'ai associés en dessous de cet élément. Donc, il y en a 3. Moins 1 et 1. La somme totale, ça fait moins 1. Et je dois le compter avec un signe négatif. Donc, la valeur associée ici, c'est 1. D'accord? Donc, je viens de définir la fonction de Mobius. Si vous regardez l'exemple peut-être l'exemple que vous connaissez, c'est les nombres entiers naturels non nuls. C'est un ensemble infini, donc j'ai supposé que mon possède était fini, mais dans cet ensemble, on peut prendre les intervalles finis. Donc, par exemple, je peux prendre l'intervalle. Donc, l'ordre partiel est donné à A inférieur ou égal à B si A divise B. Et pour l'ensemble, pour le possède, je vais prendre le possède, l'intervalle entre 1 et un nombre n. Mais ici, l'intervalle, c'est pas au sens
le sens habituel, c'est au sens où tous les éléments qui sont supérieurs ou égal à 1 et inférieurs ou égal à n avec cet ordre partiel. D'accord? Comme ça, vous pouvez voir que ça vous donne mu de 1 x, ça fait moins 1 puissance k, si x est un produit de nombres premiers distincts, et ça fait 0 si avec ici P1, PK distinct. D'accord? Donc, si vous calculez, en plus, vous avez mu de AB, si A divise B égale mu de 1 B sur A. Donc, c'est en quelque sorte, la fonction de Mobius ici est homogène. Ce n'est pas le cas en général, parce que les possèdes, quand on regarde, ce ne sont pas des possèdes homogènes. D'accord? Donc, ça, c'est une vraie généralisation de la fonction Mobius en arithmétique. Et alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais associer maintenant un polynôme caractéristique à un possède. Et je vais regarder les possèdes particuliers. Je vais prendre un ensemble P fini, donc avec son ordre partiel, et je vais supposer que P a un élément minimum. Un élément minimum. Ça veut dire que c'est un élément qui est inférieur ou égal à tous les autres éléments. Dans l'exemple ici, c'est l'élément 1. Alors, dans la théorie des ensembles, dans la théorie des gens qui ont inventé cette théorie, ils donnent, alors c'est pas 1, c'est 0, l'élément minimum. S'il y a un élément maximal, on l'appelle 1 chapeau. 0 chapeau, c'est l'élément minimum, et 1 chapeau, c'est l'élément maximum. Et du coup, je vais supposer aussi que le possède est P alors, je vais supposer que P admet une fonction rang. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des éléments de rang 0, c'est l'élément minimum, et ensuite il y a des éléments qui vivent au rang 1, et ensuite il y a des éléments qui vivent au rang 2, au niveau 2. C'est-à-dire que dans le diagramme de Haas, je peux classer les éléments par rapport à leur niveau, et les traits qu'on voit relient toujours à un niveau k, au niveau k plus 1 ou k moins 1. Il n'y aura pas de trait entre niveau k et k plus 2 dans le diagramme de Haas. Ça, on appelle ça un possède rangé, un possède qui admet une fonction de rang. Et ensuite, à partir de là, je peux définir le polynôme caractéristique du possède. Donc, je vais introduire la notation mu de x égale mu de 0 x. C'est un peu ce qu'on fait en arithmétique. Comme il y a un élément 1, c'est plutôt la fonction de Mobius à une seule variable qu'on regarde, mu de x. Quand un possède P admet un élément minimum, on peut faire la même chose, on peut définir mu de x égale mu de 0x. Et donc, je vais donner un nom à la fonction de rang, je vais l'appeler R. D'accord? Donc, je vais écrire la fonction polynomiale, donc ça c'est la définition. Fpt, c'est le polynôme, la somme sur tous les éléments x de P. Donc, je calcule, je mets mu de x comme coefficient de t puissance r moins r de x. Donc ici, r de x, c'est le rang de mon élément. Donc si x est au niveau 2, r de x est égal à 2. Et r, c'est le rang du possède qui est le niveau le plus élevé dans le possède. R, c'est max Rx pour x dans P et Rx. D'accord? Donc, en fait, à chaque possède, on peut associer une fonction caractéristique, un polynôme caractéristique, et ça fait partie des recherches actuelles de comprendre pour les possèdes généraux le comportement de ce polynôme. Mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est les possèdes associés aux matroïdes. Et dans le cas des matroïdes, c'est l'ensemble des fermés. C'est F. On peut montrer que F, si on regarde les fermés d'un matroïde, il y a une structure d'ensemble partiellement ordonnée, donnée par l'inclusion entre les fermés. Il y a un élément minimum, qui est l'ensemble vide,
Dans le cas des fermés, il y a aussi un élément maximum qui est l'ensemble E tout entier, qui est enfermé. Et la fonction de rang, c'est la fonction de rang qui est sous-jacente à la définition d'un matroïde. Dans le cas d'une collection de vecteurs, c'est la dimension de l'espace vectoriel engendré par les éléments du fermé. D'accord? Et du coup, je vous ai défini. Vous voyez, en fait, c'est un polynôme qui fait apparaître des coefficients qui peuvent être des nombres négatifs, positifs. Et du coup, mais on peut les réordonner pour trouver un polynôme qui s'écrit comme la somme de AJ moins 1 puissance J, AJ T puissance R moins J. Et du coup, le théorème, ça dit, dans le cas, si M est un matroïde, du coup, Fm, comme j'ai dit, c'est F, le polynôme caractéristique associé au fermé de M. Et on peut l'écrire sous la forme la somme moins 1 puissance J, AJ, T puissance R moins J. Donc, en regroupant les termes par rapport à leur niveau, pour les X qui ont un niveau donné, on s'intéresse, du coup, on peut écrire ce polynôme comme un polynôme au format habituel. Et le deuxième théorème que j'ai annoncé, dont on va parler demain, ça dit que ces coefficients forment une suite log concave. D'accord? Voilà, je pense que j'ai un tout petit peu dépassé. Merci beaucoup pour... Merci Olive pour cette introduction. Est-ce qu'il y a des questions sur le calcul mathématique matroïde? Oui. Du coup, si on prend les fermés d'un graphe, le polynôme caractéristique, c'est exactement le même chose. Alors, il faut faire un changement. En fait, si G est connexe, il faut multiplier par moins 1 puissance. Il faut multiplier par quelque chose par un monôme, en fait. Il faut multiplier par un monôme pour rendre le polynôme égal à. Il y a une formule très simple, en fait, qui permet de passer. Voilà. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je propose de remercier une deuxième fois Olive.